Moi, place au parti pris. Géraldine, vous restez avec nous pour votre parti pris politique. François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international nous rejoignent. Mais c'est vous qui commencez, Géraldine. Votre parti pris politique, vous revenez sur un scandale qui est peut-être davantage pour vous un scandale médiatique et politique qu'un scandale sanitaire, même s'il y a bien une alerte sanitaire, celui du cadmium. Expliquez-nous d'abord en 2 mots le cadmium. Alors, pourquoi on en a parlé énormément ces dernières semaines? D'abord, c'est parce que a été adoptée une loi en première lecture qui vise à diminuer le taux autorisé de cadmium dans les engrais. Je le précise, il ne s'agit pas en aucun cas, dans cette chronique, de nier les problèmes causés par le cadmium. C'est un métal lourd, présent de manière diffuse dans notre environnement, et il est toxique, il est classé cancérogène certain par inhalation, c'est-à-dire qu'on a détecté cet effet chez des travailleurs qui respirent des poussières ou chez les fumeurs, parce qu'il y a du cadmium dans les cigarettes. Il n'est pas classé cancérogène par ingestion, aux doses où on est tous exposés. Donc, quand vous avez entendu toute la semaine dans les médias parler de son implication dans les cancers du pancréas, ça n'est pas vrai. Aucune donnée n'a permis aujourd'hui d'établir un lien entre le cadmium ingéré et le cancer. Alors, c'est-à-dire qu'on a mal lu le rapport des autorités compétentes. Mais c'est même le rapport l'écrit en toutes lettres, il n'y a pas de lien prouvé. Voilà. Donc pourquoi ? Le rapport faisait 400 pages, j'admets que ce soit un peu long à lire. Pourquoi il inquiète quand même l'ANSES, parce que qui appelle donc à le surveiller ? Parce qu'une fois ingéré, ce métal s'accumule dans notre organisme et que passé un certain seuil, il fragilise les reins, les os, il peut causer de l'ostéoporose chez les personnes âgées, aggraver le risque de fracture. Mais attention, cet effet ne s'observe qu'au-delà d'un certain seuil qui est fixé dans le monde à 1 microgramme de créatinine destinée dans les urines. Et en France, on a mis ce seuil à 0,5 microgramme de créatinine dans les urines. C'est la valeur prudente qu'a retenue l'ANSES. Qu'est-ce qui inquiète l'ANSES ? C'est que les Français sont parfois un peu trop exposés à certaines périodes de leur vie, de telle sorte qu'à la fin, quand ils seront âgés, ils risquent de dépasser ce seuil critique, ces fameux 0,5 microgrammes. Notamment les fumeurs. Alors exactement, 2 populations sont à risque en réalité. Les enfants, il faut le dire, par leur alimentation, et les fumeurs dont l'exposition au cadmium est doublé. En clair, les chiffres sont les suivants. 27% des enfants seraient trop exposés et 1,4% des adultes. Vous avez beaucoup lu du coup un chiffre dans la presse cette semaine. 47% des adultes français dépassent entre 18 et 60 ans la concentration critique. Alors attention, je veux qu'on regarde les graphiques de l'ANSES. Normalement, on les a pour bien comprendre. Chez les non-fumeurs, vous voyez, alors normalement, il y a le 0,5, on n'a pas retiré le trait, mais qui dépasse le seuil critique de 0,5 chez les non-fumeurs, c'est essentiellement les plus de 80 ans. Ce sont les gens très âgés. Maintenant, on va voir la même chose chez les fumeurs. Chez les fumeurs, le seuil critique de 0,5, il est atteint beaucoup plus tôt, dès 45 ans. Donc, c'est assurément un problème de santé publique, mais vous me voyez venir, David. Dans les médias cette semaine, on n'a parlé que de l'alimentation uniquement, c'était la source majeure de l'exposition. C'est en utilisant finalement un sophisme qui a évacué totalement le tabac. C'est comme si on mesurait la gravité des accidents de la route finalement en regardant uniquement la mortalité chez les piétons ou en disant vous voyez bien, la marche tue. Non, on a bien vu l'intention politique. Il fallait taper sur l'agriculture intensive qui utilise des engrais quitte à jeter sous le bus. Voilà, la santé publique. Parce qu'on a voté cette loi qui limite donc le cadmium à 20 mg par kilo d'engrais. C'est très bien à long terme, ça va permettre dans quelques décennies de stabiliser la situation, donc il fallait le faire. Mais à court terme, David, impact zéro. Pour quelle raison ? Parce que le cadmium dans nos sols, il est là naturellement dans la roche, il est venu de ce qu'on a ajouté dans le passé, c'est-à-dire des pollutions industrielles, des engrais, c'est vrai, sauf que depuis 40 ans, on a beaucoup changé, il n'y a plus aucune pollution industrielles aujourd'hui, elles ont quasiment disparu et l'utilisation des engrais, elle s'est effondrée. On est passé de 2 millions de tonnes épandues
en 1980 à 230 000 tonnes aujourd'hui. Les engrais phosphatés du cadmium. Exactement. Donc on peut encore réduire, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, la part des engrais qu'on ajoute tous les ans, ça représente 0,1% du stock de cadmium dans nos sols. Donc la loi qu'on a faite, elle porte sur 0,1% du problème. Vous voyez un peu ? Donc on a donc il y a un emballement. Il y a un emballement, et il y a surtout une conséquence en termes de santé publique. Je peux vous annoncer aujourd'hui que dans 5 ans, notre imprégnation au cadmium, elle n'aura pas bougé d'un poil. Par contre, on a fait croire aux gens, au public, que grâce à cette loi, le problème, il allait disparaître de lui-même. Ils sont plus des acteurs de leur propre santé, ils sont les victimes d'un vilain système qui les empoisonne. Et du coup, on a complètement occulté les vrais messages de santé publique qui sont: modifiez un peu votre alimentation, c'est vrai, plus de légumineuses, mangez plus équilibré, suivez en fait les recommandations des programmes nationaux de santé, qui sont arrêtés de fumer. Le tabac est la première cause de maladie. Et puis on aurait pu parler aussi de la recherche variétale, de la sélection qui permet de sélectionner aujourd'hui des plantes qui absorbent moins le cadmium. Elles existent, on aurait pu par exemple en parler et les promouvoir. Donc par populisme, on a laissé ce débat totalement dérivé. Et je rappelle quand même, pour clore cette chronique, quelques chiffres. En 2010, 1 Français sur 3 fumait encore quotidiennement. Aujourd'hui, ils sont encore 1 sur 4, 25%. Donc le tabagisme, c'est la première manière d'agir. En 2024, près de la moitié, 49% de la population est obèse ou en surpoids. Donc plutôt que de nous parler chaque jour de polluants cachés dans l'environnement qui seraient le fait de vilains industriels et capitalistes, qu'on s'attaque à ces vrais problèmes. Alors j'entends bien que pour un politique c'est compliqué de dire à ses électeurs non, ça va pas se faire tout seul, va falloir y mettre un petit peu de vous-même. Passionnant. Non mais c'est ça, pardon, si je peux me permettre, mais ce que j'ai toujours apprécié avec Géraldine, c'est quand elle s'attaque à un sujet comme ça, qui est quand même un sujet difficile, parce qu'on est tous très inquiets, que l'écologie nous concerne tous, mais vraiment l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc combattre ce qui pourrait nous rendre malades, d'accord, mais enfin, si vous mangez des fruits et légumes de saison, ça vous revient pas plus cher, et acheter des plats préparés où il y a beaucoup d'autres, c'est quoi, les essences, les machins, tout ça. Alors j'ai pas pu débunker toutes les fake news, mais vous avez aussi entendu que c'était pire en France qu'ailleurs en Europe. C'est pas vrai, c'est basé sur une étude. Et ça, j'ai vu effectivement. Avec des tout petits. Et ça fait du bien, parce que ça sert à rien de s'affoler pour rien, et la vérité est toujours la meilleure voie vers l'amélioration. Il faudrait peut-être pas l'oublier, ça. Bon, François ? Non, moi, ce qui me frappe, c'est l'écart entre l'intention de la loi et puis son efficacité. Et j'observe ça de plus en plus. Et alors, je ne sais pas à quoi l'attribuer. C'est vrai que traditionnellement, on se dit... Elle va être très efficace à long terme, ça reste utile. Oui. Dans 40, 50 ans, on sera content de l'avoir voté, parce qu'on aura limité l'accumulation future. Mais pour aujourd'hui... C'est ça. Non, moi, après... Disons, sur ces sujets-là, on se dit, on met souvent en cause le manque de moyens des parlementaires. J'ai peur que ce soit plus grave que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça, évidemment, mais il y a aussi le débat qui est devenu de plus en plus caricatural, de plus en plus tranché, avec des flux extrêmement puissants. C'est drôle, parce que finalement, plus il y a d'émetteurs, plus tout le monde dit la même chose en même temps. C'est ça. On pourrait imaginer que c'est le contraire. Mais en fait, et ça crée justement des espèces de fleuves que vous ne pouvez remonter que quand on a votre savoir et votre ténacité. Vous gardez la parole, François, votre parti pris économique. Alors la France devait, et ça a été décidé il y a 3 ans, arriver à la transparence totale des salaires. Combien gagnez-vous dans la même entreprise ? Ça n'est pas fait. La France ne s'y est pas conformée, elle n'y est pas arrivée, ou elle n'a pas voulu y arriver, vous vous dites d'une certaine manière, tant mieux, pourquoi ? Alors, je suis pas aussi optimiste que vous, Je pense que elle n'y est pas arrivée à temps. Mais l'intention d'y arriver subsiste, puisque le ministre du Travail nous dit qu'il y aura une loi avant la fin de l'année, et nous rejoindrions le vaste groupe des pays qui ont transposé cette directive, qui sont 4.
Hein. Et de quoi s'agit-il ? En fait, 2 obligations nouvelles pour l'entreprise. D'abord, donner des informations précises quand on émet une annonce pour recruter quelqu'un. On ne pourra plus dire rémunération selon expérience. Il faudra donner une fourchette très précise avec des critères qui permettent justement de se situer dans la fourchette en fonction de l'expérience, des servitudes horaires, etc. Et puis, deuxième élément qui est le plus controversé, tout salarié pourra se voir communiquer non pas le salaire de ses collègues, mais la moyenne des salaires pratiqués pour le même poste que lui, de façon à ce qu'il puisse se situer à charge pour la RH de justifier l'écart, s'il existe. Alors c'est vrai que là où c'est intéressant, si vous voulez, le marché du travail n'est pas du tout transparent. On pourrait se dire finalement, voilà, les gens se présentent et en fonction de leurs compétences, de leurs qualifications, eh bien ils obtiennent un salaire plus ou moins important, pas du tout. Et ça joue, mais ça joue avec d'autres critères qui sont complètement impénétrables. Il y a des gens qui savent se vendre. Et d'autres qui ne savent pas, alors qu'ils sont meilleurs. Il y a même des critères qui joueraient un rôle, c'est une étude américaine qui nous le dit, comme l'apparence physique. C'est-à-dire que l'employeur serait plus enclin à donner de l'argent en fonction de telle ou telle caractéristique. Si vous êtes beau, vous gagnez plus, quoi. Oui, alors évidemment, la beauté, c'est une notion relative, mais c'est vrai qu'il semble que ça joue. Et alors, il y a évidemment une différence qui elle est tout à fait répréhensible et que le marché ne parvient pas à corriger, c'est la différence homme-femme. Hein. Elle est au plan européen de 13,7%. Rappelons quand même qu'en France, à poste comparable, avec expérience comparable et le même employeur, elle n'est que légèrement inférieure à 4%. C'est moins, mais c'est encore trop. Donc la directive ambitionne de lutter tout ça. Mais c'est le but de la directive ? Oui, c'est l'un des buts. C'est celui-là qui est présenté un peu comme le but de premier ordre. Mais en réalité, il y a derrière ça une tendance à l'harmonisation des rémunérations. Et que le gouvernement n'est pas le seul à porter, d'ailleurs. La Cour de cassation a dit récemment que, finalement, l'expérience ne devait pas jouer et qu'à salaire égal, à travail égal, il fallait avoir un salaire égal et que les qualifications, au fond, c'était un critère secondaire. Or, si la lutte contre les inégalités de genre est évidemment justifiée, l'harmonisation, c'est une vraie catastrophe pour les entreprises. Parce que, il faut le dire aussi, il y a des différences de salaire justifiées. Le fait de travailler, c'est une chose, mais le nombre d'heures produites ne dit pas grand-chose. Il y a l'engagement que vous mettez à votre travail, la qualité de votre production, votre créativité, votre expérience, tout ça, ça joue et ça justifie des différences que l'employeur récompense en accordant une plus-value salariale. Et ça doit pouvoir persister. Et c'est le problème de cette directive aux louables intentions. Est-ce que ça ne peut pas être assumé avec la transparence des salaires ? Ça peut, David, mais reste que il va y avoir une pression pour standardiser les rémunérations. D'abord, les managers vont être sous la pression constante de la justification. Bon, ils vont peut-être vouloir l'éviter en se disant finalement, je vais pas m'embêter parce qu'on va m'embêter pour une différence et je vais être obligé devant le tribunal public d'en faire état. Ensuite, il va y avoir une pression à la baisse mécaniquement sur les rémunérations les plus élevées, à poste comparable, même si elles sont justifiées. Et il va y avoir une pression à la hausse sur les rémunérations les plus faibles, même si elles sont justifiées. Donc vous allez voir l'éventail pour un même poste qui va se rétrécir. La fin des inégalités, oui, peut-être, mais le début du kolkhoz, c'est pas terrible. Et surtout le fait que ça augmentera la frustration de tout le monde, à la fois ceux qui justement sur le marché pourraient valoir davantage mais sont contraints par cette affaire, et puis à l'inverse ceux qui pourraient à partir du moment où ils se sentent peu considérés à cause de cette directive qui contraint l'évolution de leur salaire parce qu'ils sont meilleurs que les autres, eh bien eux aussi pourraient être frustrés. Beaucoup, oui, non, moi je trouve ça assez terrifiant parce que ça dénote quand même une vision qui est assez bureaucratique, un peu soviétique, comme si on était tous des robots interchangeables, à poste égal, tout se vaut. Or, l'expérience, elle est évidemment fondamentale dans tout un tas de métiers. Je veux dire, aller parler à un soudeur, si l'expérience ne compte pas, évidemment que ça compte. Et la frustration nourrie, je veux dire, les gens expérimentés aujourd'hui, donc qu'on qualifiera pour poste de haut salaire, ben ils ont commencé en bas. Ils auront passé une vie. Donc, et je suis pas certaine qu'ils soient tout à fait prêts humainement à devoir subir les regards de leurs jeunes confrères. Finalement, on fait la même chose. Enfin, à part augmenter les conflits dans les entreprises, je vois pas trop qu'est-ce que ça peut apporter.
Abnouz, votre parti pris international, la polémique Hélène de Troie. Christopher Nolan s'attaque à l'Odyssée et Hélène de Troie, le rôle est tenu... Dites pas. Je dis pas, je ne dis rien. Mais c'est le miroir de notre inculture. Expliquez-nous. Exactement, d'abord jouer et claquette, parce que Christopher Nolan... J'ai beaucoup utilisé immense, grand, talentueux pendant tout ce parti pris. S'attaque à l'Odyssée d'Homère. Christopher Nolan, c'est Memento, c'est Insomnia, c'est l'incroyable Dunkerque, c'est l'indépassable Oppenheimer, le chef-d'œuvre Oppenheimer, et aussi la série des Batman des années 2000. Enfin bref, je suis heureuse qu'il s'attaque à l'Odyssée et avec un casting annoncé somptueux, entre autres Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway. N'en jetez plus, ça va être le tournage le plus coûteux de sa carrière. Enfin, j'attends ça avec impatience. Jusqu'ici, tout va bien, mais il a suivi d'un nom, celui de la très belle et de la très talentueuse Lupita Nyong'o, annoncée pour incarner Hélène de Troie, pour que la polémique enfle, s'emballe et s'hystérise. Polémique comme toujours, hors du savoir et de la culture. Alors le plus drôle, c'est que celui qui a pris Hélène la tête, de Troie, donc, qui a pris la tête de cette fronde, c'est Elon Musk en personne. Depuis son réseau social, il a décrété depuis X que Nolan avait. Alors vous avez une suite de tweets extraordinaires que d'abord Nolan avait perdu son intégrité. Allons-y. Et puis il enchaîne parce que c'est pas assez suffisant. Et on enchaîne. Il a perdu. Il a profané l'Odyssée pour pouvoir prétendre à un Oscar. Et c'est de pire en pire. Il a uriné sur la tombe d'Homère, c'est honteux. Et c'est un raciste anti-blanc. Vous sentez la petite progression. Bon, alors évidemment, Elon Musk qui s'érige soudain en gardien du temple homérique, c'est plutôt comique. Alors reprenons. Lupita Nyong'o est une excellente actrice. Elle est noire, la belle affaire. Et elle est trop belle, ce qui tombe très très bien, puisque c'est la seule et l'unique exigence d'Homère quand il a écrit l'Odyssée, c'est qu'Hélène est la plus belle femme du monde. Point. Et c'est tout. Qu'elle soit caucasienne, asiatique, persane ou noire, qu'importe son ADN, ce qui compte, c'est qu'elle soit belle et bonne comédienne. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et il se trouve que c'est le cas. Donc, tout le monde est content. Alors, je sais que je prends ici un risque considérable et que dès là, maintenant, on est en train de me faire passer pour mochophobe. Je présente mes excuses. Ce n'est pas moi, hélas, pour mon ego, qui écrit l'Iliade et l'Odyssée, mais Homère dans l'Antiquité. Et puis, ce qu'on invoque la sacre-sainte fidélité au texte, que ces gardiens du temple m'expliquent où Homère précise la couleur de peau d'Hélène, nulle part. Ils inventent une Hélène blonde et diaphane, je sais pas d'où elle vient, et la baptisent vérité historique. Alors, d'abord, je rappelle que l'Iliade et l'Odyssée, ce n'est pas un livre historique écrit par un historien, mais une fiction mythologique. Donc, ça fait quand même une petite différence. Et en fiction, voilà, fait femme, on fait ce qu'on veut, dans le sens où on veut. Ça s'appelle la liberté de la création. Alors, je commence à être épuisée. Alors, c'est un peu au-delà de la fatigue. C'est dire à quelqu'un, je n'en peux plus. Parce que c'est vraiment de l'ignorance généralisée. Souvenez-vous, j'en avais parlé ici, Denzel Washington qui doit interpréter Hannibal, le grand Hannibal. Et là, c'est l'Assemblée tunisienne qui devient dingue. Alors, le chômage, l'autocratie, la corruption endémique, l'arrestation d'opposants, on s'en fout. Mobilisation générale de tous les politiques tunisiens. Non, Hannibal peut pas être joué par un noir. Non mais, sérieusement ? Bon. Et alors donc, on va revenir à des trucs historiques parce que ça devient vraiment comique. En 1950, sur une scène parisienne, c'est Orson Welles, le big Orson Welles, c'est le grand, l'immense Orson Welles, qui fait une adaptation de l'Odyssée en se concentrant sur Hélène de Troie et qui y choisit dans le rôle d'Hélène de Troie Irta Kitt, que vous voyez à l'écran, qui était une comédienne, danseuse, chanteuse noire. À l'époque, nul Elon Musk n'avait tweeté sa ridicule indignation et elle a été très très bonne dans le rôle. Car voilà ce qu'oublient les idiots. Hélène de Troie n'est pas une carte d'identité figée dans le marbre. Elle est depuis l'Antiquité un miroir tendu à toute époque sur la vision de la femme. Est-ce qu'elle est coupable de la guerre ou est-ce qu'elle est le jouet des dieux ou est-ce qu'elle est une victime ? En résumé, elle est mouvante. Le monde gréco-romain célèbre en elle la puissance de la beauté capable de soulever les foules. L'Europe médiévale l'efface tout simplement. La guerre devient la responsabilité et l'affaire d'hommes exclusivement. Ronsard en fait une coquette plus qu'une coupable. Shakespeare garde avec elle l'objet incandescent du désir pour mieux démonter la bêtise collective. Et Giraudoux, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, la transforme en prophétesse lucide. C'est dans ce texte où elle comprend
maman, elle le dit, que quoi qu'elle ait fait, la guerre aurait quand même eu lieu. Alors voilà la vraie question, la seule question qui devrait nous préoccuper, quel sera le tempérament d'Hélène de Troyes version Nolan ? À quelle sauce il va nous la représenter, sa personnalité, ses failles, sa part de tragique, c'est la seule chose qui importe. Et puisqu'il faut finir, je veux rendre hommage, alors on passe de Christopher Nolan, que j'adore, à Shonda Rhimes, que j'adore, de Grey's Anatomy à la chronique de Bridgerton, de Scandal à Murder. Cette immense scénariste, productrice et réalisatrice, excusez du peu, a toujours misé non sur la couleur ni sur l'origine, mais sur le talent et le caractère. Ses personnages sont noirs, blancs, indiens, asiatiques, et alors, ni leur peau, ni leurs origines ne jouent dans la narration, sauf si le récit le réclame. Ce qui compte, ce sont les êtres, leurs choix, leur caractère, leurs origines sociales. C'est exactement ce qu'Homère nous demande. La beauté d'Hélène déclenche une guerre ou pas? C'est à voir, ça dépend des époques et des adaptations, pas la couleur de sa beauté. Alors vive Shonda Rhimes, vive Christopher Nolan et tous ceux qui ont fait le choix de la liberté dans l'exercice de leur art et du refus de s'enfermer dans cette prison identitaire qui commence sérieusement à m'épuiser, et que les gardiens autoproclamés nouvellement venus qui n'ont jamais ouvert Homère pensent à ouvrir l'Iliade et l'Odyssée. C'est quand même des livres qui sont censés défendre et qui, à mon avis, ils n'ont jamais lu. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.